Salut, ici Cinéflix Résumé Action. Aujourd'hui, on va faire le résumé de Squid Game saison 2. L'épisode commence dans un aéroport. Seong Jae-in, visiblement perturbé, se déplace rapidement tout en prenant un appel d'une voix robotique qui l'avertit « Vous ne pouvez pas vous échapper ». Jae-in répond furieusement qu'il ne se cachera pas et qu'il retrouvera cette personne quoi qu'il arrive. Il prend ensuite un taxi pour Séoul. Peu après, il se rend dans des toilettes publiques, vérifie méticuleusement son corps jusqu'à ce qu'il trouve une petite puce implantée derrière son oreille. Il parvient à l'extraire, avec une inquiétude évidente, et s'en débarrasse. Nous apprenons que Jae-in est propriétaire d'un établissement appelé Hôtel Rosa. Il y rencontre un usurier à qui il remet des valises pleines d'argent. Il lui ordonne de trouver le recruteur, un homme en costume avec une mallette et des jetons de jeu, qui opère dans les gares, abordant les personnes endettées, puis disparaissant sans laisser de traces. L'usurier, motivé par l'immense récompense offerte par Jae-in, déploie ses hommes à travers diverses gares et lieux publics pour retrouver ce mystérieux personnage. Pendant ce temps, l'officier de police Wang Junho, qui est sorti du coma après les événements de la première saison, fait constamment des cauchemars à propos de l'homme de tête. Dans ses visions, il se souvient du moment où le personnage masqué a retiré son masque, révélant qu'il était son propre frère, Wang Yinho, et que c'était lui qui l'avait abattu avant qu'il ne tombe dans la mer. 2 ans plus tard, Junho a repris son poste dans la police, mais peu de gens le croient. Son récit des jeux macabres manque de photos ou de preuves solides. Son supérieur refuse de l'aider sans preuve, mais Junho reste déterminé à démasquer ceux qui organisent ces tournois mortels. Wang Junho, toujours en convalescence après avoir été abattu par son propre frère, a passé des mois à essayer de localiser l'île où les jeux sont organisés. Au port, le capitaine Park, un marin expérimenté, le reçoit dans un petit bateau de pêche pour suivre de nouveaux points marqués sur la carte. La mer devient de plus en plus houleuse, mais Junho insiste sur le fait qu'il existe encore des zones inexplorées où des preuves cruciales pourraient être cachées. Capitaine Park, entre réticence et avertissement de danger, avoue qu'ils ont passé plus d'1 an sans trouver de traces, tout en respectant la détermination de Junho. Après des heures infructueuses et une tempête de plus en plus violente, ils doivent rentrer sans résultat, et le capitaine suggère que les courants les ont peut-être détournés de leur objectif. Malgré la frustration, Junho n'abandonne pas. Il promet de revenir dès que le temps le permettra. Un jour, les hommes des requins solitaires localisent enfin le recruteur dans une station, effectuant le même jeu de gifles pour de l'argent qu'il a utilisé avec Jae-in dans le passé. L'usurier appelle immédiatement Jae-in, qui roule à toute allure pour se rendre sur place. Après avoir dépassé la limite de vitesse, Jae-in est arrêté par une patrouille. Parmi les officiers se trouve, par hasard, Junho. En demandant ses papiers, Junho remarque la tension de Jae-in, ainsi que le grand nombre de téléphones et de tablettes qu'il transporte. Ses soupçons sont éveillés et il décide d'enquêter de son côté. Même sans savoir quel rôle joue cet homme dans la conspiration qu'il poursuit. Après avoir échappé à la police, Jae-in se rend au commissariat, mais l'usurier, impatient, décide d'agir de son côté. Avec l'un de ses hommes de main, il suit le recruteur dans une ruelle avec l'intention de l'attraper. Mais il sous-estime sa dangerosité. Le recruteur les assomme et les laisse inconscients. Lorsqu'ils se réveillent, ils sont ligotés et ont les yeux bandés, tandis que de la musique classique est diffusée en arrière-plan. Le recruteur, sadique, propose un jeu macabre de roulette russe combiné à du roc, papier, ciseaux. À chaque tour, le perdant doit faire face à un tir avec le quin dont la chambre a été chargée de manière aléatoire. Après plusieurs clics de chambre vide, le tour fatal arrive à l'usurier, qui reçoit la balle et meurt instantanément. Pendant ce temps, Junho continue d'enquêter sur l'identité de Jae-in. Il découvre que cet homme a mis une fortune en jeu pour retrouver le recruteur et que de nombreux débiteurs de l'usurier ont été arrêtés. Ont mystérieusement disparu. En fouillant dans le bureau de l'usurier, Junho trouve des informations sur l'Hôtel Rosa, ce qui lui confirme que Jae-in est en train d'orchestrer une recherche massive contre l'énigmatique recruteur. Jae-in, alerté sur les derniers mouvements du recruteur, retourne à son propre motel, l'Hôtel Rosa. En entrant, il sent quelque chose d'étrange. La réception est déserte, mais les lumières restent allumées. Il entre prudemment et tombe nez à nez avec le recruteur, qui pointe une arme sur lui. Le recruteur mentionne que Jae-in aurait dû prendre l'avion, comme on l'a vu à la fin de la première saison, au lieu de chercher à se venger. Jae-in demande à connaître le cerveau des jeux, l'accusant de recruter des personnes sans défense avec de fausses promesses. Le recruteur le défie simplement en duel à la roulette russe. Le quin contient une seule balle dans l'une de ses 6 chambres. Chacun doit se tirer dessus à tour de rôle. Après plusieurs tirs qui n'atteignent pas la balle chargée, le quin se met à tirer à tour de rôle. Le tour définitif arrive.
Jae-in parvient à l'éviter une dernière fois et tend l'arme au recruteur, se moquant de lui, le traitant de chien de poche du maître et d'ordure. Le recruteur, sans se départir de son regard fou, appuie sur la gâchette et reçoit le coup de feu fatal. Jae-in fouille le corps et trouve une mystérieuse carte portant la date du 31 octobre et l'adresse d'un club. L'officier de police Wang Juno fait irruption, arme au poing, et inspecte pièce par pièce. Dans l'une d'elles, il trouve le voyou de l'usurier, le seul survivant, ligoté et en pleurs. Apprenant que Jae-in se trouve dans la chambre 410, il s'y précipite et l'arrête temporairement, l'accusant de meurtre. Cependant, le voyou réussit à frapper l'officier avec un extincteur, l'assommant. Remis du choc, le voyou explique à Jae-in qu'il travaillait pour l'usurier assassiné, qu'il n'a aucune mauvaise intention et qu'il est heureux de voir mourir le recruteur, responsable de la mort de son patron et ami. Jae-in, carte en main, prend note de la date et du lieu où il pourrait trouver de nouveaux indices. Peu après, Juno interroge Jae-in. Tous deux se souviennent de leur coïncidence avec les événements de la saison précédente. Jae-in avoue que le recruteur est mort en jouant, pas parce qu'il l'a tué directement, et explique que son but est d'arrêter le jeu, pas de le perpétuer. Juno mentionne que le chef, le leader, n'a jamais montré son visage, mais il sait qu'il est la figure centrale de l'organisation. Ensuite, Jae-in emmène Juno et le voyou dans une pièce remplie d'argent. Il avoue que cette fortune est le résultat des vies perdues dans le jeu précédent et qu'il l'utilise pour démanteler l'organisation. L'officier précise qu'il n'est pas intéressé par l'argent, tandis que le voyou, bien qu'il le regarde de travers, se sent plus motivé pour venger la mort de son patron. Juno prévient qu'il ne sera pas facile d'affronter des soldats lourdement armés, mais Jae-in révèle un arsenal professionnel caché dans le motel. Dès lors, il propose à Juno de quitter la police pour se joindre à sa mission. Juno hésite, mais tous deux conviennent qu'en coopérant, ils ont plus de chances de réussir. Pendant ce temps, une jeune femme nommée Noul travaille déguisée en lapin rose dans un parc d'attractions. Une jeune fille malade, fille d'un dessinateur de BD, se prend d'affection pour elle et lui offre un dessin, mais Noul cache des griffures sur son poignet pour que la jeune fille ne les voie pas. On apprend que la petite fille est en attente d'une greffe et que sa famille manque de ressources. Plus tard, Noul, qui dort dans sa voiture sur un parking, essaie de savoir où se trouve un proche. Au début, on ne sait pas s'il s'agit de sa fille ou de sa mère. Elle rencontre un homme qui a déjà parlé à Jae-in. Il lui rend son argent et lui dit qu'il n'y a aucune trace de la personne qu'elle recherche. Noul le supplie néanmoins de ne pas abandonner. Ce soir-là, un homme en costume sombre l'aborde sur le parking et lui tend une carte avec les symboles du jeu, l'invitant à y participer. L'officier de police Juno se rend dans un cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de sa belle-sœur qui est décédée il y a quelque temps. Plus tard, lors d'un dîner avec sa mère, la vérité familiale éclate au grand jour. Wang Ino, son frère, a été contraint d'accepter des pots de vin pour payer le traitement de sa femme, qui n'a finalement pas survécu. De plus, Ino a fait don d'un rein à Juno lorsque celui-ci en a eu besoin, ce qui les a profondément rapprochés. Cependant, après la mort de sa femme, Ino a disparu, laissant Juno désespérée et soupçonnant son frère d'être à l'origine de l'organisation des nouveaux jeux. La mère, bouleversée, déplore l'éclatement de la famille, tandis que Juno s'accroche à la découverte de la vérité. Quelques jours plus tard, Jae-in subit une intervention particulière. Un dentiste clandestin implante une puce GPS dans une dent à l'intérieur même de l'hôtel Rosa. De cette façon, sa position peut être suivie en temps réel en cas de problème. Parallèlement, il recrute une équipe de voyous prêts à s'infiltrer partout où c'est nécessaire, car lui et l'officier de police ont découvert un indice sur le 31 octobre. Et une certaine boîte de nuit, où des membres de l'organisation sont censés apparaître. Jae-in lance également un appel international à sa fille, qui vit à l'étranger et s'appelle Kayun, mais, submergé par l'émotion, il n'ose pas parler et raccroche en silence. Noul, qui travaille déguisé au parc d'attractions, se lie avec une petite fille malade, la fille de l'artiste, à qui elle offre un dessin. Un jour, la petite fille s'évanouit et est transportée d'urgence à l'hôpital, son père n'ayant pas les moyens de payer les soins. Déplacée, Noul ramasse le chapeau que la jeune fille a laissé tomber et va la voir. Voyant la gravité de la situation, elle ressent encore plus l'absence de sa propre fille et décide de participer au sinistre jeu, convaincue que l'argent qu'elle pourrait obtenir pourrait aider à sauver la vie de la jeune fille et, peut-être, lui permettre de retrouver la fille qu'elle a perdue. La nuit désignée arrive. Dans une boîte de nuit remplie de gens costumés, on s'attend à ce qu'il y ait du mouvement dans le jeu. L'équipe de Jae-in se sépare. Juno, craignant d'être reconnu, car il s'est déjà infiltré dans les jeux, reste à l'extérieur pour surveiller. Jae-in entre avec d'autres hommes, scrutant chaque recoin. Soudain, un groupe de personnes en combinaison rouge apparaît, identique aux soldats du jeu. Alarmé,
Juno tente d'entrer avec son arme. La situation se complique. À l'intérieur, un soldat masqué s'approche silencieusement de Jae-in et lui indique de le suivre. Un autre soldat immobilise le voyou de l'usurier. Tandis que Juno, de l'extérieur, appelle à la radio sans obtenir de réponse, Jae-in est conduit dans une zone privée et finalement dans une limousine blanche qui vient le chercher. Voyant la limousine se mettre en route, Juno ordonne aux alliés de Jae-in de la bloquer. Cependant, ils sont repoussés par des tirs de sniper, révélant que l'organisation a un plan bien orchestré. À l'intérieur de la limousine, une voix robotique appelle le joueur Jae-in et lui reproche de ne pas être monté à bord de l'avion à ce moment-là. Jae-in exige qu'ils arrêtent le jeu et accuse les organisateurs d'abuser des gens désespérés. La voix robotique, impassible, assure que les participants choisissent volontairement et disqualifient ceux qui meurent comme des déchets. Jae-in tire sur la porte, mais son arme ne sert à rien. Désespéré, il supplie qu'on lui permette de jouer à nouveau. Il pense qu'il pourra ainsi mettre fin à l'organisation de l'intérieur. La voix, énigmatique, évoque l'idée qu'il ne sera pas un héros capable de changer le monde et libère aussitôt un gaz qui laisse Jae-in inconscient. Lorsque la porte de la limousine s'ouvre, on distingue la silhouette de l'homme de tête, masqué, qui lui souhaite la bienvenue dans le jeu. Pendant ce temps, Null, qui a accepté l'invitation, arrive sur un parking où plusieurs personnes apparaissent avec leurs propres cartes. Elles montent dans des conteneurs aménagés en vestiaire. De façon surprenante, on constate que Null n'a pas de carte à jouer. Il se retrouve dans la peau d'un concurrent, mais revêt l'uniforme d'un soldat, indiquant qu'elle fera partie du personnel chargé de surveiller le nouveau jeu. Le lendemain, l'officier de police Wang Juno, l'homme de main de l'usurier et plusieurs autres hommes montent à bord du bateau du capitaine Park. Il se fie au GPS implanté dans la dent de Seong Jae-in pour localiser l'île où se déroulent les jeux. Pendant la navigation, l'officier détecte sur son téléphone une position au milieu de nulle part, et Vince se rend compte que c'est là que se trouve Jae-in. Pendant ce temps, Jae-in ouvre les yeux dans un immense dortoir où se trouvent des centaines de participants dans des lits superposés. Son uniforme porte le numéro 456. Une femme mystérieuse s'approche de lui parlant de rituels et de purification de son karma. À ce moment-là, les soldats roses entrent et alignent tous les joueurs. Ils annoncent 6 parties et promettent une grosse somme d'argent. L'autre se plaint de ne pas avoir son téléphone et un rappeur aux cheveux violets, le numéro 230, se vante de sa célébrité. L'escroc de la crypto-monnaie, le numéro 333, la fille prétentieuse, le numéro 196. Et plusieurs autres personnes sont également présentes, chacune ayant des dettes ou des délits en suspens. Les soldats soulignent que tout le monde est venu de son plein gré et offrent la possibilité de partir si on le souhaite, mais personne ne se retire. Ils distribuent ensuite un contrat que chacun doit signer pour participer. Le soldat prévient que quiconque refuse est exclu. Des frictions se produisent. Le personnage numéro 230, cheveux violets, et son ami numéro 124, arnaqueur menacé numéro 333, lui reprochent d'avoir gâché leur vie. Pendant ce temps, un autre personnage, Jean Young, d'après ce que l'on sait, étudie attentivement les règles mais finit par signer lui aussi. De retour sur le bateau, le capitaine Park et Juno discutent. Cette fois, ils n'ont pas l'intention d'échouer. Ils utilisent un drone pour survoler l'île qui apparaît dans le signal GPS. Simultanément, un groupe de l'équipe débarque dans un radeau gonflable pour s'approcher d'une autre rive, dans l'espoir de trouver Jae-in. Sur la véritable île, les participants sont conduits dans une cour gigantesque avec une poupée robotisée en arrière-plan. Jae-in, très nerveux, reconnaît le jeu mortel de la saison précédente. Pendant que le jeu se déroule, Juno et son équipe se rendent compte que l'île qu'ils explorent n'est pas la bonne. Un pêcheur local révèle que quelqu'un l'a payé pour amener la prétendue dans GPS à cet endroit, les détournant ainsi de leur itinéraire. Ils découvrent avec frustration qu'ils sont tombés dans un piège tendu par l'organisation qui a retiré la puce de la bouche de Jae-in et l'a utilisée pour les tromper. Alors que la tempête approche, le capitaine prévient qu'ils doivent rentrer sans avoir trouvé le véritable emplacement des jeux. Ils tentent d'avertir tout le monde que s'ils bougent après le feu rouge, ils mourront lorsqu'ils seront détectés par les capteurs de la poupée. La plupart pensent qu'ils délirent. Jusqu'à ce qu'une joueuse, la fille vaniteuse numéro 196, rit d'une piqûre de guêpe et reçoive un tir mortel. La panique se répand. Beaucoup courent et tombent sous les balles. Jae-in leur demande de ne pas bouger, mais le chaos initial provoque des dizaines de morts. Pourtant, certains joueurs réagissent et commencent à avancer pendant les intervalles de feu vert. Le rappeur aux cheveux violets, numéro 230, pousse tous ceux qui croisent son chemin, montrant ainsi son caractère impitoyable. Jae-in, ému, aide un participant blessé en essayant de le traîner jusqu'à la ligne d'arrivée.
Bien qu'il parvienne à franchir la ligne, son compagnon blessé ne survit pas. Nous voyons ici qu'il s'agit de Nahul. Dans son rôle de sniper mortel et impitoyable, le décompte final donne un résultat dévastateur. 91 personnes meurent et 365 réussissent à passer le test. Les survivants retournent dans la grande salle des couchettes, épuisés et en état de choc. Jae-in reçoit des plaintes. Certains pensent qu'il en savait trop, mais ne comprennent pas pourquoi il est de nouveau ici alors qu'il était censé avoir gagné auparavant. Les soldats annoncent qu'il y a 365 survivants et 91 éliminés. Une vague de supplications s'élève pour qu'ils mettent fin à ce jeu et les laissent partir. Jae-in invoque la clause numéro 3 du contrat, qui permet de mettre fin au jeu si la majorité le décide. Avant le vote, les soldats montrent la fameuse tirelire transparente qui descend au-dessus de la pièce et commence à se remplir de piles de billets. Le décompte initial est de 9100 millions. Le bruit de l'argent en hypnotise plus d'un qui était sur le point d'abandonner. Le vote commence et les joueurs passent l'un après l'autre. Certains, morts de peur, votent pour ne pas continuer, tandis que d'autres, aveuglés par la fortune possible, choisissent de continuer. Jae-in vote non, le rappeur, 230, avide de pouvoir et d'argent, vote oui. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, le vote devient très serré, avec une égalité presque totale. Lorsque la tension atteint son paroxysme, le dernier à voter est le joueur 001, qui s'avère être quelqu'un d'extrêmement important. En posant la main sur le bouton, il sourit et appuie sur oui. Avec la balance penche en faveur de la poursuite du jeu. En levant les yeux, nous découvrons qu'il s'agit en fait du chef masqué. C'est-à-dire le frère disparu de l'officier de police. Seong Jae-in et son compagnon discutent en mangeant dans la grande salle, entourés de cercueils que les soldats préparent avec des rubans. L'atmosphère est tendue, mais certains concurrents tentent de maintenir un moment de calme. Soudain, le chef, l'homme au masque noir précédemment identifié comme le numéro 001, s'approche et discute avec Jae-in, tandis que les autres participants les observent. Le sujet des biscuits d'Algona de la saison précédente est abordé lorsque quelqu'un mentionne que le deuxième jeu pourrait consister à découper des formes dans du sucre fondu. Certains demandent quelle est la forme la plus facile et quelle est la plus difficile, rappelant que la forme du parapluie comportait un risque énorme. Jae-in suggère qu'il aimerait partager cette information avec tout le monde afin qu'il ne meure pas, mais le chef semble avoir d'autres idées en tête. Le groupe a été invité à passer le test, car cela réduirait l'accumulation d'argent dans la grande tirelire. Le participant qui a des lunettes et des cheveux bouclés, identifié comme le numéro 388, s'approche en cherchant sa mère, qui donne à manger à une participante enceinte portant le numéro 222. Plusieurs participants discutent de leur situation, et le groupe composé de l'arnaqueur aux crypto-monnaies et du rappeur aux cheveux violets, le numéro 230, apparaît avec son ami le numéro 124. Le rappeur confronte l'arnaqueur au fait qu'il a perdu beaucoup d'argent à cause de sa monnaie numérique, et une bagarre éclate. Certains interviennent timidement, tandis que le leader 001 se ferait un chemin, arrête le combat et finit par dominer le rappeur par une impressionnante démonstration de force. Lorsqu'il le laisse au sol, la plupart applaudissent, soulagés que la situation ne s'aggrave pas. Pendant ce temps, dans une autre partie du bâtiment, les soldats retournent à leur casier. On voit Noul se nettoyer le visage et partir apparemment en vitesse. Lorsque la scène revient à la zone des casiers, la grande tirelire remplie de billets continue de scintiller au-dessus. De nombreux participants sont agités et n'arrivent pas à dormir. Jae-in ne peut pas dormir non plus. Le chef s'approche de lui et il parle de culpabilité, de mort passée et du besoin d'argent pour les êtres chers. À ce moment-là, le récit passe brusquement à une pièce sinistre où un groupe de soldats manipule des cadavres récents, comme s'ils essayaient d'en extraire quelque chose. Il est suggéré que certains concurrents ne sont pas morts immédiatement, mais ont été achevés pour les empêcher de rester en vie. Parallèlement, un soldat en uniforme noir communique par talkie-walkie, puis réprimande Newell en lui donnant des ordres stricts. Il semble évident que ce soldat en uniforme noir est un commandant important, différent du leader 001, qui se trouve à l'intérieur du jeu. Il parle d'une opération de trafic d'organes. Une pratique qu'il justifie en disant que les corps des participants, tôt ou tard, allaient périr. Il parle avec nostalgie de la façon dont il a recruté ceux qui sont maintenant là en tant que soldats, leur rappelant qu'au départ, leur travail était censé consister à mettre fin à la souffrance de personnes sans espoir. Le soldat noir regrette que certaines piqûres de miséricorde aient gâché des organes qu'il prévoyait de vendre et affirme également que personne dans l'organisation ne découvrira ces transactions car, à une autre occasion, un médecin interne a donné des indices à un participant et ils ont failli être découverts, mais cette fois-ci, ils ont engagé un médecin externe pour ne pas laisser de traces. Le subordonné ne semble pas satisfait, car il pense que sa mission serait différente et se sent trahi.
La tension monte lorsqu'ils discutent de la moralité de l'utilisation d'organes de personnes récemment décédées. Finalement, le soldat noir exige l'obéissance, mais l'autre s'en va, réticent à poursuivre cette pratique. Le policier entre au poste, où son supérieur le réprimande et le traite de têtu. Pour avoir insisté sur la recherche de cette prétendue île giboyeuse. Incapable de fournir des preuves concluantes, l'officier est sur le point de perdre définitivement son poste. Plus tard, alors qu'il est au volant, il contacte l'homme de main de l'usurier et le capitaine pour qu'ils organisent 2 équipes de recherche dès que le temps s'améliorera. Ils se rencontrent dans un lieu où le capitaine explique qu'il a confiance en son expérience en mer et promet de naviguer avec eux dès le lendemain. L'officier et le voyou insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas attendre car chaque jour qui passe met en danger les participants, y compris Seong Jae-in. Le capitaine observe les hommes que le voyou a recrutés. Ce sont des durs à cuire, prêts à se battre si nécessaire. Finalement, ils conviennent qu'à l'aube, ils diviseront le groupe en 2 navires pour suivre des zones différentes. Pendant ce temps, dans l'enceinte du jeu, Seong Jae-in fait un cauchemar dans lequel il se souvient du jeu des biscuits d'Algona, mais découvre à son réveil que l'épreuve à venir est complètement différente. La prochaine compétition approche, et la candidate enceinte portant le numéro 222 échange des mots avec l'escroc à la crypto-monnaie. D'autres personnages, comme le rappeur aux cheveux violets, le numéro 230, et son ami, le numéro 124, se préparent avec des pilules pour les nerfs. Il y a beaucoup de conversations croisées. La mère et son fils aux cheveux frisés et aux lunettes, c'est une vieille dame au numéro inconnu, c'est 007. La mystérieuse fille qui s'habille bizarrement, la supposée magicienne ou spirit. Chacun essaie de deviner en quoi consistera la 2e épreuve, tandis que les soldats donnent de vagues instructions. Le moment venu, la voix robotique annonce un jeu pour des équipes de 5 personnes, les jambes attachées 2 par 2 pour avancer à la manière d'un 6 pattes. Les doivent relever 5 mini-défis inspirés des jeux d'enfants coréens. Par exemple, retourner le takji, lancer des pierres dans un jeu de marelle, jouer au gonji, faire tourner une toupie et donner un coup de pied au jeji. Chaque équipe dispose de 5 minutes pour réaliser toutes les épreuves d'un circuit multicolore. Si elle échoue à une étape ou si le temps est écoulé, elle est éliminée. Des boucles se forment frénétiquement. Certaines rivalisent pour recruter des personnes fortes ou qualifiées. D'autres écartent celles qui semblent faibles ou enceintes. Jae-in rassemble une petite équipe qui lui fait confiance pour avoir déjà joué, bien qu'ils ne connaissent pas vraiment cette modalité. La tension monte lorsque plusieurs perdent du temps ou échouent au test. Certaines équipes commencent à subir des exécutions immédiates. Des soldats vêtus d'encre traînent les corps jusqu'à des cercueils ornés de rubans, et certains participants qui respirent encore sont achevés sans pitié. Le rappeur aux cheveux violets prend une autre pilule pour les nerfs et encourage son peuple avec des airs fanfarons. Pendant ce temps, la femme enceinte numéro 222, l'arnaqueur de crypto-monnaie et plusieurs autres personnes discutent des stratégies de lancer et de qui fera chaque jeu. La sueur, la peur et l'urgence provoquent des erreurs fatales. Tout le monde ne parvient pas à atteindre le but avant la fin du chronomètre, et les haut-parleurs annoncent les numéros des éliminés. Au milieu de cette confusion, on voit arriver d'autres cercueils. Et le désespoir gagne les survivants. Certains continuent de protester parce qu'ils pensaient que le prochain test serait le sugar cookie ou quelque chose que Jae-in maîtriserait, mais l'organisation modifie les règles comme elle l'entend. Alors que les exécutions ont lieu et que les corps sont ramassés, il y a une pause troublante. À la fin, plusieurs équipes terminent le circuit en agonisant, tandis que d'autres s'effondrent sur la ligne d'arrivée, terrassées par les tirs d'armes à feu. L'équipe de la jeune fille enceinte et l'équipe du garçon aux cheveux bouclés, avec sa mère et la sorcière, continuent à se battre dans le circuit coloré, où des épreuves comme le lancer de dés et la toupie subsistent. La mère du garçon à lunettes, 007, réussit un lancer de dés parfait, tandis que les autres, très nerveux, l'encouragent. La sorcière doit faire tourner la toupie, mais le sol est taché de sang, ce qui complique encore la situation. Elle hésite, et le garçon qui s'habille en femme finit par se retrouver dans une situation où il n'y a pas d'autre choix que de faire tourner la toupie, la poussant à sortir de son état de choc. Alors qu'il reste à peine une seconde, ils parviennent à faire tourner la toupie suffisamment longtemps et l'équipe termine l'étape juste à temps. Plusieurs décès surviennent dans d'autres équipes qui ne parviennent pas à surmonter les épreuves ou qui manquent de temps. Des soldats apportent des cercueils et achèvent ceux qui respirent encore. Seuls quelques-uns atteignent la ligne d'arrivée sains et saufs. 2 équipes restent en jeu, dont l'une avec Jae-in à sa tête. Elles avancent avec une grande tension car le leader échoue à plusieurs reprises dans l'épreuve de la toupie. Chaque erreur consomme de précieuses secondes et les reproches et le désespoir commencent. Lors de la dernière tentative, la toupie reste debout et l'équipe passe à la phase suivante. Jae-in prend en charge la dernière épreuve, une sorte de jeu de lancer de canard ou d'objet.
Alors que le temps semble compter, il parvient à atteindre la cible à la dernière seconde, tandis que l'autre équipe prend du retard et finit par être exécutée. Bien qu'ils célèbrent leur succès, l'atmosphère est douce amère. De retour dans la chambre superposée, certains candidats qui ont réussi le test discutent. Le rappeur aux cheveux violets, 230, et son groupe se rassemblent, y compris la femme enceinte, 222, et l'ami aux cheveux violets, 124. Séparément, le garçon qui s'habille en femme, la mère âgée, le jeune homme aux lunettes et aux boucles, 007, et la sorcière partagent également leur soulagement d'avoir survécu. Entre les deux groupes, ils discutent des risques du jeu et des stratégies possibles pour la suite. Pendant ce temps, dans un vestiaire, Soldier 011 ou Soldier Null est entouré de collègues qui la retiennent et la confrontent. Elle se défend, mais on ne sait pas exactement ce que ses ravisseurs préparent. Peu après, l'équipe de GI1 revient triomphante et reçoit des salutations distantes de la part des autres. Le chef partage quelques réflexions avec eux et la femme enceinte, 222, semble intriguée par les intentions du mystérieux 001 lorsque l'alarme retentit. Des soldats font à nouveau irruption dans le dortoir et alignent tous les participants pour annoncer qu'après les dernières pertes, le prix est passé à 78 milliards de wons. Ils présentent également une boîte mystérieuse, dont personne ne sait avec certitude ce qu'elle contient, et le soldat principal explique vaguement les nouvelles instructions. Certains participants semblent euphoriques en entendant le montant accumulé. D'autres discutent pour savoir s'ils doivent continuer à jouer ou partir, car les décès et la pression psychologique ont augmenté. La mère du garçon aux cheveux bouclés, la dame âgée, la femme enceinte et le jeune homme qui s'habille en femme parlent de ce qu'ils pourraient faire s'ils abandonnaient le jeu. Ils voient l'énorme tirelire rempli de billets et se demandent si cela vaut la peine de continuer, tandis que dans un autre groupe, Seong Jae-in et le chef, 001, échangent leurs points de vue avec les leurs. Un vote commence pour décider si le jeu continue ou non. Chaque joueur doit appuyer sur un bouton reflétant sa position. La nervosité s'installe lorsque, au sein d'une même équipe, il y a ceux qui veulent partir et ceux qui veulent risquer plus pour de l'argent. Certains participants se disputent vivement. La femme enceinte pleure en demandant une issue, et l'homme âgé crie désespérément tandis que le chef insiste sur le fait que la plupart des gens choisiront de continuer. Finalement, GI1 vote, mais la préférence pour continuer l'emporte à nouveau. Frustrés, ceux qui voulaient s'arrêter retournent à leur couchette. Le lendemain matin, tout le monde se rend au petit déjeuner et de nouvelles conversations s'engagent. La mère, la grand-mère et son fils, le frisé, entament une conversation où ils réclament quelque chose qui n'est pas clair, tandis que la femme enceinte et le garçon à l'allure féminine font des confidences sur leur vie passée. Pendant ce temps, l'escroc à la crypto-monnaie, 333, se retrouve coincé dans les toilettes par le rappeur aux cheveux violets, 230, et son complice, 124. Qui continuent à exiger des réponses sur l'argent qu'ils ont perdu à cause de lui. Lorsque les menaces deviennent physiques, le chef fait irruption pour interrompre la bagarre. Plus tard, dans le dortoir, plusieurs participants déplacent matelas et oreillers, craignant une nouvelle nuit de violence. GI1 et le joueur 390 discutent de stratégie pour éviter d'être attaqués pendant leur sommeil. La nuit, la dame âgée montre à son fils un petit couteau caché dans ses cheveux et lui explique qu'ils doivent se défendre. Ensuite, la femme enceinte, la dame et le jeune homme qui s'habille en femme convainquent un soldat de les laisser aller aux toilettes. Là, il semble planifier quelque chose. La femme enceinte est bouleversée et les deux autres tentent de lui insuffler du courage. Pendant ce temps, le policier et le capitaine poursuivent leur tentative pour localiser l'île. Ils adaptent le plan de recherche, changent de fréquence radio et acceptent de ne pas utiliser de téléphone pour éviter de nouvelles embuscades. Le lendemain, la musique retentit à nouveau et les lumières s'allument soudainement. Les soldats ordonnent aux participants de se lever et de former des files. Parmi eux, le soldat Null ou 011 les guide à travers des escaliers colorés jusqu'à une enceinte semblable à celle d'un cirque, avec une plateforme rotative au centre. La voix robotique donne des instructions générales sur le prochain test, sans toutefois les clarifier complètement. Certains, comme GI1 et le chef, observent les alentours et se demandent de quoi il s'agira. La plateforme commence à bouger comme un carrousel, et la scène se termine, laissant planer le mystère sur ce que sera le prochain jeu. L'épisode s'ouvre sur la plateforme tournante en pleine activité, mais le chaos ne tarde pas à éclater. Des soldats apparaissent en tirant, et l'hystérie collective pousse les joueurs à courir d'une pièce à l'autre, comme s'ils devaient se mettre à l'abri avant que les gardes ne les atteignent. À chaque pause, certains parviennent à se libérer et à se réfugier à temps. D'autres tombent sous les balles ou se retrouvent piégés lorsque les portes des salles se referment. Seong Jae-in et le chef, 001, évoluent avec un calme apparent au milieu de la confusion. Sans que l'on sache pourquoi ils apparaissent plus sereins que les autres.
La mère âgée, grand-mère, sur le point d'être mise à l'écart, parvient à entrer dans une pièce avec Jae-in. Il y a de brefs échanges de paroles nerveuses. La dame vérifie que son fils, le garçon aux cheveux bouclés, a lui aussi réussi à se protéger. Entre chaque mouvement de plateforme, les conversations s'accélèrent et les différents participants se retrouvent ou se séparent définitivement. Au cours de ce va-et-vient, le chef fait irruption dans une salle et exécute un concurrent qui ne comprend pas pourquoi il est la cible. Certains cadavres continuent de respirer dans des cercueils, mais les soldats procèdent tout de même à leur incinération. Les survivants retournent épuisés au dortoir collectif. Jae-in discute avec le joueur 390 pour essayer de comprendre la brutalité des règles et l'apparente arbitraire des morts. Pendant ce temps, dans un autre endroit, le capitaine et l'officier de police discutent sur le bateau de la stratégie à adopter pour trouver l'île. Revoir les cartes et coordonner l'équipe. Après l'épreuve brutale du carrousel, les survivants se rassemblent pour un nouveau décompte d'argent et un nouveau vote qui décidera s'ils continuent ou non. Parallèlement, le policier et son groupe, ainsi que le capitaine, avancent dans leur recherche de l'île, découvrant des portes et des passages cachés. L'un de leurs hommes est même victime d'un accident avec explosion. Pendant ce temps, dans le dortoir principal, Seong Jae-in, le chef, 001, et les autres participants alternent les moments de tension et les petites pauses pour manger ou débattre de ce qui se passe dans l'île. Stratégie à suivre en ce qui concerne le vote. À la nuit tombée, deux factions antagonistes, le rappeur aux cheveux violets, 230, et son groupe, contre l'escroc à la crypto-monnaie, 333, et son groupe, s'enlisent dans une lutte verbale à l'intérieur des toilettes. L'affrontement se transforme en une bagarre explicite, avec des bousculades, des coups de poing et, à un moment critique, quelqu'un tente d'empoignarder un autre avec une fourchette. Ou quelque chose de pointu qui avait été caché. Les deux camps s'accusent mutuellement de manipuler les électeurs et de forcer les résultats. Tano et les autres participants s'affrontent comme s'il s'agissait d'un combat à mort, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Au milieu des cris et des coups, certains joueurs encore en vie commencent à compter le nombre de ceux qui restent. Namju, gravement blessé, apparaît aux côtés de plusieurs de ses hommes et explique la situation. Le groupe X leur a tendu une embuscade par surprise. Il est furieux et accuse ses ennemis d'avoir tout provoqué pour manipuler le vote de demain. Le joueur 47 ne le croit pas et contre-attaque en disant que c'est Namju lui-même et ses gens qui ont prévu de réduire la compétition. En quelques secondes, c'est le chaos et tout le monde se pointe du doigt. Pendant ce temps, le drone du capitaine Park survole l'une des îles en pleine nuit orageuse. Le pilote surprend Park en train de manipuler l'équipement d'enregistrement et la tension explose immédiatement. Park le poignarde à plusieurs reprises et le jette par-dessus bord. Woo Seok, entendant du bruit, s'approche pour enquêter, mais Park prétend que tout est normal et parvient à le renvoyer avant qu'il ne remarque quoi que ce soit d'étrange. Parmi les concurrents, beaucoup font des calculs rapides. Si personne ne change de camp, leur groupe remportera le vote à une voix près. Ils sont optimistes et pensent qu'ils vont enfin sortir de ce cauchemar. Dans les haut-parleurs, la voix officielle les avertit que dans 30 minutes, les lumières s'éteindront. Le plan est clair. Personne ne trahira sa faction et tout le monde votera, à la première heure. À ce moment, les employés du jeu reçoivent des ordres par l'intermédiaire des haut-parleurs. Le jeu spécial est sur le point de commencer et ils doivent se rendre à leur poste. Les employés quittent les salles et se mettent en formation dans différents coins du complexe. Alors que les joueurs se préparent pour la nuit, l'équipe de Jae-in définit sa stratégie. Ils soupçonnent le camp adverse d'essayer d'attaquer pendant qu'ils dorment pour modifier le vote. Certains proposent de frapper en premier, mais Jae-in refuse. Il explique que rejoindre la tuerie ne profite qu'à ceux qui sont au sommet, ceux qui tirent les ficelles du spectacle. Il propose plutôt d'attaquer la salle de contrôle pendant le désordre. Ils attendront qu'un nouveau combat éclate et, dans la confusion, ils se faufileront et surprendront les gardes. Le blackout arrive et l'équipe de Jae-in suit les instructions. Ils se cachent sous les couchettes, en silence. À l'extérieur, c'est le chaos, les factions rivales se chassent les unes les autres. C'est un véritable bain de sang. Selon le plan de Jae-in, ils n'interviennent pas. S'ils participaient, ils pourraient perdre de précieux alliés et compromettre leur plan. De plus, Jae-in est convaincu que les gardes ne réduiront pas trop le nombre de participants. Finalement, les soldats font irruption pour arrêter le massacre et vérifier qui est encore en vie. Le moment que Jae-in attendait arrive, ils font les morts, et lorsque les gardes baissent leur garde, son équipe les attaque et s'empare de quelques armes. D'autres concurrents parviennent également à s'échapper au milieu du chaos, mais Jae-in parvient à retenir un quart et le force à les guider jusqu'à la salle de contrôle. C'est alors que Jae-in et les siens se rebellent complètement. Ils tirent sur les caméras et l'officier masqué ordonne à toutes les unités de se concentrer. Les sirènes retentissent et les gardes se préparent, mais les joueurs ne perdent pas de temps.
Il récupère les armes et les munitions des soldats tombés au combat. Jae-in encourage d'autres compagnons à se joindre à eux, en particulier ceux qui savent manier les armes. Plusieurs se joignent à eux, dont un ancien sergent des forces spéciales qui donne de brèves instructions sur l'utilisation des mitrailleuses. C'est ainsi que Jae-in, Jung-bae, Young-il, Yanju, Daeo et les autres montent les escaliers, guidés par le car qu'ils ont capturé. Une fusillade s'ensuit, au cours de laquelle ils éliminent des groupes de soldats. L'officier masqué, depuis son poste, ordonne de bloquer l'avancée vers la zone de contrôle. Jae-in trouve une astuce. Il met le masque du garde et parvient à entrer dans la salle de commandement, tandis que Jung-bae l'accompagne. Yoon-jil reste en arrière pour retenir les soldats et gagner du temps. Jae-in utilise la radio pour demander des renforts et des munitions, et Yoon-jil envoie 2 joueurs pour le soutenir pendant que Yanju cherche d'autres balles. Daeo propose son aide mais perd courage et ne revient pas. Lorsque Yoon-jil et son petit groupe atteignent Jae-in et Jung-bae, ils découvrent que la salle de contrôle est fortement protégée. Jae-in propose de trouver une autre entrée et Yoon-jil prétend connaître un chemin détourné. Il emmène les 2 joueurs, promettant de prendre les gardes par surprise. Jae-in et Jung-bae continuent d'échanger des coups de feu avec les soldats, tandis que Young-il part avec les munitions que Jae-in lui a données. La trahison éclate. Young-il, en réalité un infiltré, exécute les 2 joueurs qui l'accompagnent. Par radio, il fait semblant d'être blessé et fait croire à Jae-in que tout est perdu. Puis il contacte les soldats, révélant qu'il est le leader et leur ordonnant de mettre fin au soulèvement. Pendant ce temps, Yanju tente en vain de communiquer avec Daeo. Les gardes font irruption et capturent plusieurs membres de l'équipe de Jae-in. Yanju veut les affronter, mais Jeomjia l'en empêche, lui demandant de ne pas gâcher sa vie. Jae-in et Jung-bae se retrouvent acculés, ignorant que Young-il est en fait l'homme de paille. Le visage recouvert de son masque noir, Young-il se tient devant Jae-in et se moque de son héroïsme. En guise de conclusion, il tire une balle dans la poitrine de Jung-bae, laissant Jae-in dévasté en regardant son ami mourir. La saison 2 se termine avec une tirelire de 41,1 milliards de wons. Si, dans l'hypothétique saison 3, les 45 joueurs restants devaient voter pour partir, chacun d'entre eux empocherait plus de 900 millions de dollars. Cependant, après le générique, un nouveau rebondissement est montré. Dans l'épreuve feu rouge, feu vert, ce n'est plus un, mais 2 gigantesques mannequins qui se dressent, menaçants, devant les candidats, comme pour leur annoncer que la terreur n'est pas terminée. On est arrivé à la fin de la saison. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez et aimez la vidéo. Merci et à bientôt pour un autre récapitulatif.